Donc, ben, merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir aujourd'hui parmi vous. Donc, comme vous le savez, je vais parler aujourd'hui de violence et d'intersectionnalité au niveau des vagues de dénonciation. Donc, moi, je vais apporter plus un contexte au niveau des récentes vagues de dénonciation et des vagues précédentes qu'il y a eu lieu au Québec. Euh, En fait, je vais juste me présenter un peu plus contextualiser ma démarche de recherche. Donc, comme Ludivine a dit, je travaille social de formation, intervenante sociale, je l'ai été pendant plusieurs années aussi. Et en ce moment, je fais mon doctorat en travail social à l'Université d'Ottawa. Et je suis engagée dans le milieu communautaire depuis l'âge de 12 ans. Donc, j'ai vraiment une expérience depuis de très longue date sur le terrain, dans différents organismes communautaires, tant bénévolement que professionnellement. Mon projet de thèse, il porte sur le mouvement MeToo et agression non dénoncée, mais du regard des femmes noires du Québec pour vraiment étudier les questions d'inclusion et d'exclusion de ces voix-là dans l'espace public. Je tiens à dire que je suis en deuxième année de mon doctorat, donc je suis encore en train de peaufiner ce projet-là, mais c'est la thématique que je tiens à aborder. Je m'identifie comme personne survivante publiquement depuis le 10 juillet dernier. J'ai publié une lettre ouverte dans la presse qui s'appelle L'Entonnoir, qui parlait de mon expérience. Donc, c'est pour situer ma démarche par rapport à mon objet d'étude. Donc, c'est quelque chose qui est profondément personnel, mais également militant. Et c'est la posture que moi, j'ai par rapport à mon objet de recherche. Et c'est important pour moi d'avoir un impact aussi dans la sphère publique comme chercheuse militante et par le pouvoir aussi du témoignage, mais aussi du témoignage de d'autres personnes survivantes. Puis j'ai aussi co-organisé la manifestation du 19 juillet dernier à Montréal contre les violences sexuelles. Donc, c'était la manif qu'on voyait, l'image qu'on voyait à la page précédente. J'ai aidé à co-organiser cette manifestation-là avec plusieurs femmes, dont plusieurs femmes noires. Donc, pour faire un petit peu un plan de la présentation, juste un fait que j'ai parti mon timer. Attendez, pour être sûr que je ne déborde pas dans mon temps. Désolée. OK, parfait. Donc, je vais aborder un petit peu les vagues de dénonciation, plus particulièrement la plus récente qui a eu lieu. Je vais aborder certaines des motivations des personnes survivantes qui dénoncent sur le web. C'est des motivations que je perçois parce que je suis dans ce milieu-là, je l'écoute beaucoup, les personnes survivantes. Mais ce n'est pas comme une étude que j'ai menée, c'est parce que c'est un savoir qui est plus expérientiel et qui est comme, en tant que femme, qui est entourée de personnes survivantes. Je vais aborder aussi la question de l'inclusion de certaines voix dans l'espace public par rapport aux vagues de dénonciation. Puis en fait, les pistes d'intervention, ça va être plus Tara qui va en parler à la fin, en fait, dans sa portion à elle. Puis vous pouvez me poser des questions que je vais répondre à la fin de ma présentation. Ça va être plus facile comme ça, je pense. Donc, le Québec a un historique particulier avec les vagues de dénonciation comparées au reste du Canada. Quand il y a eu le mouvement MeToo au Québec en 2017, le Québec est la province où il y a eu le plus haut taux de dénonciation à la police au Canada. Donc, selon Statistique Canada, il y a eu une augmentation de 61% des vagues des dénonciations à la police au Québec après la vague MeToo, qui est le plus haut pourcentage au Canada. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier au Québec. Il y a eu plusieurs vagues, donc agression non dénoncée en 2014, qui s'est située dans le contexte de l'affaire Yann Ghomeshi. Yann Ghomeshi qui avait été accusé et acquitté au terme de son procès. Le mouvement Moi aussi, qui est vraiment le mouvement dont on parle le plus, qui célèbre ses 3 ans, en fait, ce mois-ci. 3 ans depuis qu'il est devenu viral, parce que c'est un mouvement qui a été fondé à la base par une femme noire, Tarana Burke, en 2006. Et je vais vous raconter un peu l'histoire derrière le mouvement MeToo, parce que je pense que c'est important de la contextualiser. C'est une histoire que les gens ne connaissent pas vraiment. J'en ai parlé dans la Gazette des femmes, dans un texte qui s'appelle « Les origines premières du mouvement Moi aussi ». Dans le fond, le mouvement MeToo, comment ça a commencé? Tarana Burke, qui est une organisatrice communautaire, une genre de travail social aux États-Unis, afro-américaine. Elle travaille dans un camp de jour aux États-Unis et dans des quartiers plus défavorisés, des quartiers plus pauvres, avec des communautés racisées, des femmes et des filles racisées. Et un jour, bon, les adolescentes avec des ados, ils font un cercle de partage, ils échangent beaucoup d'histoires qu'elles vivent. Et le lendemain, Heaven, qui est une adolescente de 13 ans, qui est réputée pour son fort caractère, vient voir Tarana Burke en privé. Et Heaven dévoile qu'elle a été agressée, qu'elle se fait agresser sexuellement par son beau-père. Tarana Burke est aussi une survivante de violences sexuelles. Donc, à partir de ce moment-là, à cause qu'elle n'est pas prête à recevoir ce témoignage-là, elle rejette un peu l'adolescente, lui dit d'aller voir ailleurs, en quelque sorte. Après 5 minutes, elle était plus capable d'écouter son témoignage. Et ce qui est arrivé, c'est que Heaven est partie du camp de jour, elle n'est jamais revenue. Et à ce jour, elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et c'est un des plus grands regrets de sa vie de ne pas avoir pu répondre, moi aussi, à cette adolescente-là. Et donc, sa campagne est née 10 ans plus tard, en 2006, pour vraiment avoir un effet de solidarité, de sororité entre les survivantes de violences sexuelles des communautés noires et des communautés racisées, qui sont souvent laissées pour compte des vagues de dénonciation des campagnes en la matière.
Le mouvement MeToo est devenu viral en 2017 dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. Donc, il y a 2 enquêtes primées du New York Times et du New Yorker qui ont révélé que Harvey Weinstein, qui est un producteur hollywoodien très, très influent, il agressait sexuellement des femmes pendant des décennies. Il était vraiment... C'était un free-for-all. Il faisait ce qu'il voulait, puis il n'y avait pas de conséquences jusqu'à tout récemment où il a été reconnu coupable. Il fait de la prison, j'imagine. Donc, dans ce contexte-là, des 2 articles du New York Times, puis l'affaire Harvey Weinstein qui prend beaucoup d'ampleur à Hollywood parce que c'est surtout des actrices hollywoodiennes. Alyssa Milano, qui est une actrice américaine, elle lance en fait un mot-clic sur Twitter qui vise surtout à voir comment on dit ça? L'ampleur de la problématique, donc la prévalence. Donc, elle, son message, c'est de dire, on va voir combien de personnes ont vécu la violence sexuelle ou du harcèlement sexuel. Donc, marquez moi aussi en réponse à ce tweet si vous l'avez vécu aussi. C'est vraiment une optique de prévalence, beaucoup plus. Puis après, c'est devenu le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. La loi 51 est un peu un résultante un peu de ce mouvement-là au Québec, dans le cas du mouvement Moi aussi. Donc, c'est toutes des affaires qui sont arrivées dans la mouvance un peu du mouvement MeToo. Bon, il y a eu aussi les femmes autochtones à Val-d'Or en 2007, là, je remonte plus haut, là, dans le cadre du reportage d'enquête qui avait dévoilé avoir vécu des violences sexuelles aux mains de policiers. Et ça avait mené à la commission Vien. Donc, le rapport de la commission Vien, ça vient des femmes autochtones à Val-d'Or qui ont dénoncé la violence qu'elles ont vécue aux mains de la police. Et ces femmes-là sont absentes du rapport final de la commission Vien. Donc, il y a un effacement, encore une fois, des personnes qui sont à l'origine de ces idées-là, de ces vagues de dénonciation, si on peut le dire ainsi. Et la vague la plus récente, ce qu'on remarque, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de recul pour comme, la regarder vraiment en détail, mais les personnes qui ont fait cette vague-là semblent être un peu plus jeunes. C'est surtout sur Instagram. Et cette fois-ci, il y a vraiment eu une escalade dans la manière de dénoncer. Donc, les 2 premières vagues les plus importantes, donc agression non dénoncée et moi aussi, on était beaucoup plus dans du témoignage. Donc, je raconte mon histoire, voici ce qui m'est arrivé. La vague de juillet 2020, qui n'a pas de nom, les gens nommaient des agresseurs spécifiquement. Ce qui me fait beaucoup penser à Balance ton port en France, qui est le mouvement MeToo en France en 2017, qui est le seul contexte occidental que j'ai remarqué que les gens nommaient les noms de cette manière-là avec autant de cas. Mais au Québec, ça a vraiment été ça qui a distingué cette vague-ci des vagues précédentes. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit qu'il y a comme une escalade par rapport à ça. La vague a aussi eu des échos au Manitoba et au Saskatchewan. Donc, je ne sais pas ce qui est venu avant, dans quelle province en premier, mais moi, j'avais eu des demandes d'entrevue à CBC au Manitoba, en Saskatchewan, par rapport à des vagues. Puis quand je suis allée voir, c'était les mêmes pages, c'était Victims Voices, c'était le même genre de page sur Instagram. Donc, il y a eu des vagues aussi dans d'autres provinces canadiennes. Je ne sais pas si ça a eu la même ampleur, il faudrait que j'aille voir plus en détail, mais ce n'est pas seulement au Québec qu'il y a eu des vagues cette année. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Si je poursuis, okay. En termes des motivations des survivants qui dénoncent sur le web, il y en a plusieurs que je perçois. La première, qui est la plus évidente, c'est la critique du système de justice criminelle. Au Canada, quand on regarde l'estimation des victimes de violences sexuelles dans la population, même définie de manière aussi restrictive que dans le code criminel, versus le nombre de condamnations criminelles qui avérées, en fait, qui se réalisent au terme d'un procès, il y a un fossé terrible entre ces 2 choses-là qui me fait dire que les violences sexuelles au Canada sont décriminalisées, même si elles sont illégales. Donc, ça, c'est un problème majeur. On a les lois, on a les principes, on a les valeurs, mais dans la vraie vie des personnes survivantes, ça ne se matérialise pas et ça ne se concrétise pas. Et les victimes, généralement, ne sont pas protégées par les institutions. Donc, elles se protègent elles-mêmes, en quelque sorte. Et c'est comme ça que je vois ces vagues de dénonciation-là. C'est le message qu'elles envoient à la société, dans le sens que vous ne faites pas votre job, on le fait nous-mêmes. C'est un peu ça que je comprends de cette vague-là. Il y a beaucoup le besoin d'être écouté, d'être cru, d'être validé, qui est très important chez les victimes de violences sexuelles. C'est transformateur d'être cru. D'avoir une communauté de soutien autour de soi, très important. Libérer sa parole, parce que la honte change de camp quand on raconte son histoire et qu'on la dépose sur la communauté pour qu'il y ait un regard extérieur de validation de notre expérience. C'est vraiment transformateur. Moi, dans mon cas, je n'ai pas nommé de personnes spécifiques dans ma lettre ouverte, mais ça m'a transformé d'écrire cette lettre ouverte-là. Donc, c'est une forme d'empowerment qui est très, très puissant. Puis aussi d'avoir le contrôle sur son récit et sur la manière de le raconter. Moi, ma manière à moi, c'est d'écrire une lettre ouverte dans la presse. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres façons. Et toutes ces façons-là, pour moi, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les critiquer, même si ça implique des enjeux au niveau juridique, social, politique, familial, etc. Je pense que c'est important de comprendre le message derrière ça,
que notre société ne gère pas cette situation-là de manière frontale et avec toute l'ambition que ça prend pour vraiment mettre un coup de barre, pour vraiment envoyer un message clair à la société qu'on ne tolère plus ça. Donc, les victimes prennent ça sur leurs épaules et gèrent cette situation-là. Et je le vois quand même comme une forme d'éducation à la sexualité dans une certaine mesure, qui n'est pas toujours faite de la même manière dans les écoles. Donc, je le vois comme une forme d'empowerment jusqu'à un certain point. Beaucoup de victimes aussi veulent protéger d'autres victimes potentielles d'un agresseur, parce que souvent, un agresseur fait plusieurs victimes au cours de son parcours, pas criminel, mais son parcours d'agresseur, si je peux le dire ainsi. Et c'est des choses qui se savent. Donc, souvent, les victimes, c'est pour protéger d'autres victimes, qu'elles nomment le nom. Et souvent, plusieurs d'entre elles ont essayé de cogner à plusieurs mécanismes institutionnels en vain. Donc, c'est comme si c'est le dernier recours, puis il faut protéger les autres personnes, fait qu'elles se sentent qu'elles n'ont pas le choix de faire ça. Souvent, c'est avec de très hauts risques, mais elles le font quand même, comme si elles n'avaient plus rien à perdre. Il y a aussi le désir vraiment profond de transformer la société et la culture dans laquelle on vit. Donc, ces victimes-là, en fait, c'est pas une question de juste aller à la police, d'avoir un système qui s'améliore. Oui, c'est important, je pense, d'avoir un système judiciaire qui s'améliore, mais c'est beaucoup la question de c'est quoi le monde dans lequel on veut vivre. C'est ça la question que je vois vraiment de ces mouvements-là. Puis j'écris en ce moment un livre qui va paraître l'année prochaine, au début d'année, sur ces vagues-là. Les victimes veulent transformer la société dans laquelle elles vivent. Puis qu'il n'y ait plus de violence sexuelle, que ce ne soit pas comme une utopie, que ce soit comme une réalité. Et aussi, les médias sociaux, on l'a moins vu au Québec, mais plus aux États-Unis. C'est une façon pour les communautés marginalisées de démocratiser leurs paroles, leurs savoirs, leurs expériences, surtout considérant que beaucoup de communautés noires, racisées, par exemple, sont exclues des médias traditionnels, tant devant la caméra que derrière la caméra. Donc, c'est une façon de mettre sur le radar des enjeux qui sont occultés des médias de masse. Et donc, pour moi, je ne vois pas une coupure entre les médias sociaux et les médias de masse. Pour moi, c'est comme ça, c'est fluide et l'un et l'autre s'influencent et se co-construisent en quelque sorte. Si je vais trop vite, vous me le dites, je tendance à parler vraiment vite de ces sujets-là. Ça, c'est des headlines, des titres de journaux au Québec. Certains, c'était cet été, d'autres, c'était avant. Donc, ça part de l'exclusion de certaines voix dans l'espace public. Donc, quand on pense aux vagues de dénonciation, au mouvement MeToo à Hollywood, il faut le dire, les personnes qu'on voit le plus souvent, c'est les femmes blanches de certaines classes sociales et qui ont une notoriété publique. Ce qui est une bonne chose dans le sens où ça aide les victimes à s'identifier, ça donne de l'élan au mouvement social et c'est très important. Et leur prise de parole est importante et courageuse. Il faut vraiment le dire. C'est difficile d'aller sur la place publique et de dénoncer, même pour une personnalité publique. Il y a un poids qui vient avec ça que je ne veux pas nier ou diminuer. Je tiens vraiment à le dire, c'est très important. Je suis solidaire de toutes les personnes survivantes, peu importe leur couleur de peau. Ceci étant dit, il y a des victimes de violences sexuelles qu'on entend moins et qu'on voit moins dans l'espace public. Et ce faisant, en les voyant moins, leurs expériences de violences sexuelles sont remises dans les marges et ça les rend plus vulnérables à la vie de violences sexuelles parce qu'on n'a pas un regard collectif qui est porté sur ces victimes-là. Donc, je pense par exemple les femmes sans statut, les femmes immigrantes, une femme qui travaille au IGA, une jeune femme qui travaille au IGA qui se fait agresser par son patron, c'est pas des choses qui vont faire les manchettes. Et c'est de la violence qui se produit à tous les jours. Et c'est un drame à tous les jours. Donc, c'est important de garder en tête qu'il y a différents types de victimes et que ce n'est pas seulement un truc qui appartient au domaine artistique et culturel. Les violences sexuelles dans notre société sont partout. Elles sont partout, malheureusement. C'est ça la réalité, dans toutes les sphères de notre société. Il faut commencer à avoir un angle, un peu une convergence des luttes, si je peux le dire ainsi, entre toutes ces personnes survivantes-là pour que ça arrête. Parce que il faut que ça arrête, c'est ça. Donc, en termes de barrières, d'écueils et de revers à ces vagues de dénonciation-là, bon, quand il y a un mouvement social qui va de l'avant, qui prend de l'élan, il y a toujours une espèce de ressac antiféministe, un backlash, comme Suzanne Folody l'appelait dans son livre, et de la cyberviolence. C'est toutes des choses qui sont prévisibles. Donc, toutes les poursuites en diffamation qu'on voit en ce moment, les menaces envers les survivants, c'est des choses qui étaient prévisibles, qui allaient arriver, on savait que ça allait arriver. L'intimidation des survivantes aussi. La manif qu'on a co-organisée à Montréal le 19 juillet, il faut le dire, certaines des organisatrices ont été ciblées par des menaces en ligne. C'est des choses qui arrivent quand on milite pour ces choses-là, il faut le nommer, c'est une réalité. C'est pas juste glamour de militer, il y a des enjeux difficiles parce qu'on ébranle le statu quo. Tout l'accès inégal à Internet. Même à Montréal, il y a des gens qui n'ont pas Internet. C'est difficile à croire, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet tout court ou qui ne sont pas confortables de raconter leur histoire sur Internet. Donc ça enlève aussi, ça revient aux enjeux de pouvoir, d'inclusion, d'exclusion.
C'est pas toutes les victimes qui vont aller sur Internet puis raconter leur histoire. Puis même celles qui racontent leur histoire sur Internet, quelle histoire comme sont plus partagées, tweetées, qui ont plus de visibilité, il y a un autre rapport de pouvoir aussi sur Internet qui est reconduit, en fait, un rapport de pouvoir de la vraie vie qui est reconduit sur le web. Toute la question de la légitimité qui est attribuée à certains récits de violence versus d'autres. Donc, la bonne victime, les vraies agressions. Au lieu de voir ça comme moi, je vois ça comme sur un continuum, les violences sexuelles. Pour moi, il n'y a pas d'agression plus grave ou moins grave, dans le sens où c'est plus comment la victime a vécu son expérience et comment on peut la soutenir là-dedans sans jugement et avec empathie. Tout le fait aussi d'être exposé sur le web à du contenu traumatique. Quand on est sur Internet, il y a des vagues de dénonciation. Comme vous en avez dit tantôt, il y a beaucoup de victimes dans notre société. Ben, les victimes sont chez elles, elles regardent ça et c'est retraumatisant pour elles d'entendre parler de violence à tous les jours. Donc ça, c'est un aspect qui est souvent négligé, mais ça affecte la santé mentale, le bien-être. Il faut le nommer. Que sur le web, d'être surexposé à ces violences-là, de travailler dans le domaine aussi, comme moi, je suis tout le temps là-dedans, ça a un impact. Il faut se protéger. C'est du self-care, prendre soin de soi là-dedans parce que c'est du trauma. Donc, c'est important de faire attention à ça. Et aussi, tout le fait que ces mouvements-là sont institutionnalisés, sont rendus comme un peu des mouvements marchands, qui des fois sont récupérés pour faire dire qu'est-ce qu'ils voulaient autre chose que l'origine de départ. Donc, c'est tous des enjeux qu'il faut quand même prendre en considération au niveau éthique, même du point de vue de la recherche ou du point de vue du militantisme. Et si je pense que je suis presque fini ma diapo. Ouais, OK. Donc, les impacts. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, je pense que oui. Et je pense que ça va continuer de changer des choses. Et je pense que ce n'est pas la dernière vague de dénonciation, malheureusement ou heureusement. Il va en avoir d'autres parce que je pense qu'on est encore en train de gratter la surface du problème. Le problème est beaucoup plus profond que qu'on le pense, malheureusement. Mais les victimes commencent à se réveiller puis à réaliser qu'on n'accepte plus de vivre dans un monde comme ça, on veut autre chose. Et ça a des impacts au-delà du web. Donc, le comité transpartisan des 4 membres de l'Assemblée nationale qui travaille en fait à améliorer le système de justice en matière de violence conjugale et de violence sexuelle, dont le rapport est attendu prochainement, je crois, cet automne. La loi 151, que vous connaissez sûrement. Il y a une mobilisation très importante. C'est un truc que je peux vous parler aujourd'hui. Il y a des jeunes filles à Montréal que je connais qui travaillent avec, en fait, bénévolement avec une ancienne intervenante qui les accompagne toujours à titre personnel, qui milite pour avoir une loi comme 151, mais dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Et elles sont plus au secondaire, elles continuent de militer bénévolement. Et aujourd'hui, la chanteuse Sarah May a fait un vidéoclip elles vont paraître dans le vidéoclip parce que Sarah May veut mettre en valeur l'engagement de membres de la communauté noire, de membres des communautés qui font des choses extraordinaires. Et elle figure dans le vidéoclip qui va sortir aujourd'hui ou prochainement. C'est un scoop, je ne sais pas si je suis supposée le dire, mais bon, ça va sortir. La chanson est sortie aujourd'hui, donc je pense que ça va sortir aujourd'hui. La médiatisation aussi de ces cas-là, ça amène à des débats sociaux, des débats publics, des conférences comme celle que je fais aujourd'hui. C'est une bonne chose, selon moi, on en parle. Et en parler, c'est le premier pas vers sensibiliser et conscientiser les gens. Quand il y a des vagues de dénonciation, il y a toujours une augmentation des demandes d'aide et de soutien dans les ressources pour victimes de violences sexuelles. Il y a toujours des pics. Donc, les CALAX parlaient en 2017 d'augmentation de plus de 500% des demandes d'aide dans les CALAX. Ceci étant dit, selon moi, le soutien financier au CALAX n'est pas adéquat pour répondre à cette demande-là, qui est très, très importante. Encore une fois, c'est la pointe de l'iceberg. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que cette violence-là, elle est latente, elle est partout dans notre société. Je ne veux pas être sonnée paranoïaque, mais elle est là. Et donc, il faut avoir des ressources financières, des ressources humaines, de la formation, plein de choses qui sont vraiment à la hauteur de la gravité de la problématique. C'est une pandémie, les violences sexuelles, selon moi. Puis l'ONU l'appelait comme ça, les violences faites aux femmes, c'est une pandémie. C'est une pandémie. Il faut prendre des moyens de pandémie pour régler ça. Au niveau de la police aussi, comme je disais tantôt, ça fait augmenter les dénonciations à la police. Par contre, je ne sais pas si toutes ces dénonciations-là à la police mènent à des condamnations criminelles. On le voit avec des femmes comme Julie Snyder qui a été portée plainte, qui a tombé caduque à la police. Donc, c'est des exemples. Donc, oui, les gens dénoncent, mais est-ce que ça finit par un sentiment de justice? Comment on fait pour retrouver un sentiment de justice à travers tout ça? Les recherches féministes sont faites sur la question comme les miennes, comme celle de Madame Manon Bergeron, ou celles de d'autres chercheurs également qui sont faites sur cette question-là, qui sont très importantes pour documenter aussi ces mouvements sociaux-là. Et tous les débats entourant la question de l'inclusivité, de la diversité, de la représentation, de quelles voix sont vues comme étant légitimes, qui prend la parole sur ces enjeux-là et pourquoi. C'est des questions qu'il faut se poser de manière réflexive. Je pense qu'on est capable comme mouvement de se les poser avec humilité et avec transparence et avec vérité, si je peux le dire ainsi.
Et donc, je pense que c'était pas mal ça. Ouais, donc je pense que j'ai fini. J'ai parlé vite. Je suis un peu passionnée quand je parle de ça, mais si vous avez des questions, si c'était trop rapide, vous voulez que je reprenne, n'hésitez pas. C'est parfait. Ce que je propose, Caroline, c'est qu'on laisse la parole à Tara et qu'on prenne les questions à la fin. Oui, Je vous invite à poser les questions sur le chat. Puis je vais laisser la parole à Tara. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Caroline, de cette présentation. Je pense que ça va vraiment... Je pense qu'on se complète quand même avec le contenu de nos deux présentations. Est-ce que vous voyez bien la présentation en ce moment? Parfait. Donc, moi, je vais prendre plus l'aspect de l'intervention et plus l'aspect de comment utiliser l'approche féministe intersectionnelle en intervention et parler des pistes d'intervention et des attitudes d'aidantes qu'on peut avoir, qu'il faut avoir. Puisque de ce que je comprends, il y a les personnes qui sont dans la salle sont peut-être des intervenants, intervenantes ou vont peut-être mener les entrevues. Donc, ça va juste être des pistes à partager. Donc, avant de commencer, je voulais juste exprimer que on parle d'intersectionnalité, donc on va parler de différentes identités sociales, dont des communautés que je n'appartiens pas nécessairement. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des angles morts. Et ce que je fais dans mon travail à travers le Calax et Juripop, c'est vraiment amplifier les voix et les réalités de ces personnes-là. Et je m'inspire vraiment des recherches, des lectures et mon expérience de travail, mais c'est toujours mieux de consulter, contacter les organismes spécialisés, donc les organismes LGBTQ, qui offrent des services pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment eux qui ont l'expertise. Moi, je m'inspire de ce qu'eux ils me disent, de leur lecture et de leur rapport. Mais je voulais juste commencer avec un peu les limitations et les privilèges que moi, je peux avoir à travers cette présentation. Alors, je pense que tout le monde connaît l'approche féministe intersectionnelle, mais je pense que comme qui est très populaire, très utilisée, et des fois, je trouve que c'est un peu dilué, la manière dont on utilise l'approche féministe intersectionnelle. Donc, je voulais juste faire un petit rappel et un élément vraiment important qu'on oublie souvent. On pense que c'est identifier les identités sociales. Donc, le statut d'immigration, la race de la personne, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, ethnicité, etc. Les personnes pensent que c'est juste être capable de les identifier, mais on oublie souvent l'importance de reconnaître aussi les systèmes d'oppression et vraiment reconnaître comment les identités sociales qu'on a toutes, parce qu'on en a plusieurs, comment ces identités-là, qu'est-ce qui se passe avec ce qui est accessible, les inégalités qu'on peut avoir lorsqu'il y a l'influence des systèmes d'oppression euh, à travers les identités sociales. Donc, il faut juste se rappeler que c'est vraiment, ils rentrent en interaction, il y a une constante interaction, une intersection des deux ensemble, des systèmes d'oppression. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, il y a des exemples de systèmes d'oppression que j'écris ici, mais il y en a plusieurs. Donc, racisme, hétérosexisme, classisme, colonialisme, le sexisme et le capacitisme. Et tous ces systèmes d'oppression rendent vraiment en influence vraiment la vie d'une personne, ce qui est accessible ou pas, les privilèges qu'on a. Et c'est pas juste à travers les institutions qu'on voit que les systèmes d'oppression se maintiennent. C'est pas juste dans les lois, dans les politiques, mais c'est aussi à travers le langage et comment on traite la personne. Et ça peut se survenir aussi en intervention. Donc, je voulais juste commencer avec ça parce qu'on va continuer à parler des systèmes d'oppression à travers l'intervention. Donc, je voulais juste parler de 4 points principaux avant de parler des attitudes aidantes, etc. Donc, il y a vraiment un travail d'introspection qu'il faut se faire au début. C'est pas quelque chose qui est le fun. Puis, lorsque je donne des formations aux intervenantes, je sais qu'ils et elles préfèrent les outils pratiques. Quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qui est pratique à utiliser. Mais il y a vraiment un travail d'introspection et de déconstruction de nos croyances, des fausses croyances, des biais et des préjugés qu'on a parce que on travaille dans des organismes communautaires, on travaille en intervention, on a un travail pour servir la communauté, aider les personnes, on se considère comme des bonnes personnes,
mais les deux peuvent exister. Puis on voit l'exemple vraiment triste de ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, qui est décédée à l'hôpital et qui a enregistré les propos racistes d'une infirmière. Donc oui, être infirmière, c'est une job noble que je respecte, surtout dans le cas de la pandémie, mais la personne avait quand même des propos racistes. Donc les deux peuvent exister. Donc c'est pour ça que même si on est intervenante, où on sert la communauté, on offre des services, on aide les gens, il faut vraiment faire ce travail d'introspection et de déconstruction qui est vraiment important. Parce qu'on peut avoir des croyances conscientes ou inconscientes qui sont, par exemple, transphobes, sexistes et capacitistes. Et comment on fait ce travail d'introspection-là? C'est s'éduquer. Et parce que la personne qui vient chercher de l'aide, la personne qui dévoile son agression, la personne qui s'ouvre, ce qui est vraiment quelque chose de très difficile, elle ne veut pas être là à éduquer la personne qui fait l'intervention. Ce n'est pas cette place-là. Le but, c'est d'offrir un espace sécuritaire pour écouter la personne puis lui venir en aide. Et ce n'est pas le rôle à la personne qui vient chercher de l'aide d'expliquer son oppression, de justifier son identité, pourquoi il ou elle a vécu ces inégalités. Donc, la manière de faire ça, c'est de suivre des formations, faire des lectures, consulter les organismes spécialisés. Il y a YouTube, il y a Google, il y a tellement plein d'informations. Donc, c'est vraiment important de s'éduquer et pas demander à la personne qui vient chercher de l'aide de faire ce travail-là. Troisième point qui est lié à l'introspection et l'éducation, c'est qu'il y a multiples raisons, on va le voir un peu plus tard, pourquoi une personne ne veut pas chercher de l'aide, ne veut pas dévoiler son agression à caractère sexuel. Et on oublie souvent le rôle des obstacles systémiques qui est lié au système d'oppression. Donc, les obstacles systémiques, c'est tous des obstacles qui freinent la personne à dévoiler son agression, à chercher de l'aide. Et ça, c'est influencé par, oui, les obstacles systémiques, mais aussi la stigmatisation. Donc, le fait d'entendre des commentaires déplacés, avoir des mauvaises expériences, dont être mégenrée, la personne qui n'utilise pas le pronom usuel de la personne, etc. Donc, des fois, lorsque je donne des formations, des fois, les intervenants ou intervenantes ont des croyances très dangereuses et je dirais violentes par rapport à certaines communautés. Par exemple, en disant que les hommes autochtones ou les hommes noirs sont violents, etc. Et si elle me dit ça en tant que formatrice, qu'est-ce qu'elles disent à ces personnes-là qui viennent chercher de l'aide, qui appartiennent à ces communautés-là? Donc ça freine vraiment au dévoilement et à chercher de l'aide. Donc si c'est des expériences négatives qui arrivent à une personne qui vit diverses oppressions, elle ne va pas nécessairement vouloir continuer à poursuivre la plainte qu'elle veut faire à la police, etc. Donc ici, j'ai juste dressé quelques questions qu'une personne qui vit diverses oppressions peut se poser et qui peut freiner sa guérison, par exemple. Donc, j'ai un statut d'immigration précaire. Est-ce que je peux porter plainte? Est-ce que ça va affecter ma demande d'immigration en cours? Donc, ça, c'est un obstacle systémique parce que déjà, il y a la méconnaissance des lois et services, parce que oui, il y a des services que les personnes ont droit, mais parfois non. Comme une personne sans statut légal, c'est sûr qu'il y a des obstacles à porter plainte à la police. Donc, il y a la méconnaissance des lois qui amène l'obstacle systémique, mais aussi il y a les lois et les politiques qui sont mises en place qui créent des obstacles. Est-ce que ça va me tenter d'aller de l'avant avec ma plainte, malgré les commentaires déplacés du policier? Donc, mes collègues de travail sont intervenantes, puis elles font un accompagnement socio-judiciaire. Donc, elles accompagnent les survivantes à aller à la cour, porter plainte, etc. Et elles entendent des propos sexistes, racistes et transphobes. Donc, et ça, c'est lié au système d'oppression. Donc, pourquoi est-ce que les policiers, je ne veux pas généraliser, mais pourquoi est-ce qu'ils se permettent de garder ces propos-là? Et pourquoi il n'y a pas des réprimandes qui sont un peu plus... il n'y a pas de réprimandes parce que s'ils peuvent continuer à dire ces choses-là, c'est parce que il n'y a pas vraiment de conséquences. Est-ce que j'ai accès à un interprète ou un interprète qui parle ma langue? Donc, c'est sûr qu'il y a, surtout dans les institutions, aller à la cour, c'est sûr qu'il y a des accommodements qui existent pour avoir un interprète, mais une personne qui vient juste d'arriver ici ne le sait pas nécessairement et peut-être elle ne va pas savoir
à qui demander. Et des fois, c'est des oublis, parce que j'ai déjà parlé à la maison, une intervenante à la Maison des femmes sourdes qui avait accompagné une femme sourde à la cour en violence conjugale, et elle avait demandé un interprète français LSQ, langue des signes québécois. Et elle avait demandé à l'avance, et lorsqu'elle arrivait à la journée du procès, ils avaient oublié. Donc ça, c'est des angles morts qu'ils peuvent avoir. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont poussé le procès de 1 à 2 mois. C'est déjà un processus ardu, tout en agression sexuelle et en violence conjugale. C'est déjà un processus qui est assez ardu et difficile. Et là, on est en train de prolonger ça. Donc, ça aussi, c'est des obstacles ou des angles morts que certaines personnes peuvent avoir. Est-ce que cet organisme est physiquement accessible? Donc, ça, c'est, par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, qui va à un organisme communautaire, qui veut chercher de l'aide dans un organisme communautaire, mais ce n'est pas physiquement accessible. Donc, qu'est-ce que cette personne-là a fait? Est-ce que je vais devoir expliquer qu'est-ce que c'est être une personne trans et répondre aux questions intrusives? Donc, toutes ces questions qu'une personne vivant diverses oppressions peuvent se poser, c'est lié aux obstacles systémiques, qui est lié au système d'oppression. Et ça freine vraiment les personnes survivantes à dévoiler leur agression à caractère sexuel et à chercher de l'aide. Et c'est pas pour rien qu'on a vu la dernière vague de dénonciation. Caroline a un peu parlé, mais il y a des failles dans le système du judiciaire et même les services d'aide qui ne sont pas adaptés à la réalité de différentes personnes. Donc, je me suis amusée à faire ça. Alors, ben, c'est juste pour montrer qu'avec le fait de stigmatiser les personnes et les obstacles systémiques amène un frein au dévoilement. Puis un autre point qui est vraiment important, outre s'éduquer, l'introspection et vraiment penser au rôle des obstacles systémiques qui existent dans notre société, c'est vraiment affirmer l'expérience de la personne. Donc, il faut croire les survivantes, mais aussi il faut croire les personnes qui vivent divers types d'oppression et ces réalités s'entrecroisent. Donc, c'est vraiment ensemble. Donc, une personne qui parle de... Elle allait porter plainte, on ne voulait pas respecter son nom usuel ou son pronom. Personne qui a entendu des propos sexistes ou grossophobes lorsqu'elle allait porter plainte ou elle allait chercher un service d'aide. Il faut aussi croire ces expériences-là lorsqu'on parle de ces oppressions-là, outre croire les survivants. Donc, c'est vraiment des réalités qui s'entrecroisent ensemble. Donc, je me suis amusée à faire ça aussi. Donc, c'est juste un petit résumé de ce que je parlais. Donc, l'introspection, l'éducation, comprendre les obstacles systémiques, éviter la stigmatisation et vraiment affirmer l'expérience de la personne, surtout si c'est une réalité dont vous n'êtes pas familière. Je vais parler d'autres obstacles au dévoilement, puis après, on va aller plus aux attitudes aidantes. Donc, ça, c'est des choses que j'ai déjà dit et des choses que je n'ai pas dit. Donc, je vais aller un peu vite, tout dépendant. Donc, d'autres obstacles au dévoilement. Donc, peur de ne pas être crue. Donc, souvent, les survivantes, lorsqu'elles dévoilent leur agression, elles ne sont pas crues. Donc, ça, c'est sûr que ça amène un obstacle. Et surtout si on voit, si ces personnes vont sur Internet et voient les réactions des personnes qui questionnent, les personnes qui dévoilent leur agression aussi, ça peut aussi les freiner en disant que, OK, si moi aussi, je vais chercher de l'aide ou dévoiler mon agression, en parler à mon ami, et on ne va pas me croire. Donc, ça, c'est des obstacles au dévoilement, obstacles à la guérison. Deuxième point aussi, peur de l'exclusion, donc dévoiler son agression à un ami ou quelqu'un de sa famille, et là, on l'exclut, on la met de côté, on ne la croit pas. Donc ça aussi, ça fait partie des obstacles. Stigmatiser sa communauté. Donc, il y a déjà une perception négative de la communauté autochtone et, par exemple, les communautés noires en société. Donc, si on fait partie de ces communautés-là et l'agresseur également, et là, on va aller porter plainte ou juste chercher un service d'aide. Est-ce qu'on va encore plus stigmatiser sa communauté? Donc, ça amène vraiment un poids important à la personne qui doit prendre la décision. Méconnaissance des lois et services offerts. Donc, ça, j'ai un peu parlé un peu plus tôt. Donc, une personne qui est sans statut légal ou une personne demandeur d'asile qui veut chercher des services, qui ne connaît pas les services ou qui veut les chercher. Il y a vraiment des enjeux sur qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas accessible et aussi, est-ce que j'ai l'information pour pouvoir aller de l'avant. Peur d'être discriminé dans les institutions et organismes.
Je connais un survivant, un homme trans survivant qui allait chercher de l'aide, qui avait rencontré une travailleuse sociale et la travailleuse sociale arrêtait pas elle n'utilisait pas les bons pronoms, elle n'arrêtait pas de mégenrer la personne trans. Donc ça aussi, c'est des obstacles au dévoilement. Est-ce que la personne va aller de l'avant? Hostilité, stigmatisation, ça j'ai déjà parlé de ça. Et oui, et aussi les services qui ne sont pas accessibles. Par exemple, tous les services qui ne sont pas accessibles aussi, c'est des obstacles au dévoilement. Par exemple, une personne sans statut légal qui veut faire la trousse médico-légale. Tout dépendant dans quel hôpital elle va faire la trousse médico-légale, elle n'a pas de carte d'assurance maladie, donc techniquement, elle doit payer les frais. Donc ça, c'est un frein quand même important. Accessibilité physique, ça, j'ai déjà parlé de ça. Peur de la déportation, donc si on continue à parler des personnes sans statut légal, donc les policiers doivent quand même signaler les services frontaliers si la personne est sans statut, donc elle ne peut pas vraiment porter plainte, par exemple. Et c'est sûr que je donne des exemples sur porter plainte, mais juste rappeler aussi que c'est vraiment la décision à la personne si elle veut porter plainte ou pas. C'est juste que des fois, je fais des exemples plus liés aux lois qui sont mises en place et les choses qui ne sont pas accessibles. Conséquences à long terme. Donc, je voulais parler un peu des conséquences à long terme, puisque pour les intervenants et intervenantes qui écoutent, ou les personnes qui vont mener les entrevues, donc c'est juste des choses à garder en tête lorsque la personne va dévoiler son agression ou parler du processus, ou tout dépendant ce qui va être discuté lors de l'entrevue qui va être menée. Juste des choses à prendre conscience que il y a des conséquences à long terme sur l'agression à caractère sexuel. Donc, je vais passer un peu vite sur cette partie-là parce que je vais passer aussi sur d'autres pistes d'intervention et attitudes aidantes. Donc, il y a les conséquences émotionnelles, identitaires, comportementales, relationnelles et sexuelles. Donc, les conséquences émotionnelles, c'est avoir honte, être triste, avoir de la colère, avoir peur. Donc, si on est dans un endroit qui est similaire où l'agression s'est passée, donc on peut avoir de la peur et de l'anxiété, des symptômes dépressifs, juste se lever le matin, parfois c'est difficile, se concentrer à l'école ou au travail, juste des difficultés de concentration qui peuvent surgir, identitaires, donc avoir une faible estime de soi, une perception négative de soi, donc vraiment se rabaisser et juste se sentir juste plus soi-même. Ça fait partie des conséquences comportementales. Donc, il y a des dépendances qui peuvent se développer, donc comme il y a la nourriture, anorexie, boulimie, l'excès des jeux compulsifs ou de la drogue, alcool, etc. Tout ça, c'est tous des comportements qui peuvent se développer. Relationnels, donc se méfier des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas, éviter les personnes autour de nous, créer des relations fusionnelles aussi, des relations amoureuses fusionnelles, ou des conséquences sexuelles qui peuvent être vraiment à l'extrême, donc ne plus vouloir avoir de relations sexuelles, éviter toute relation sexuelle, être dégoûté, ou développer des comportements sexuels qui sont un peu néfastes. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Est-ce que je parle vite? Il te reste 12 minutes. OK, je suis dans le temps. C'est bon. Alors là, on va parler des attitudes aidantes. Donc, c'est un peu anodin à dire, mais il faut vraiment croire la victime. Donc, vraiment pas questionner ce qui s'est passé ou trouver des trous dans l'histoire de la personne. Il faut vraiment croire la victime et être à l'écoute sans porter de jugement. Donc, vraiment pas juger ce qu'elle dit, donc ce qu'elle a décidé de faire ou ne pas faire, vraiment ne pas apporter de jugement du tout, se concentrer sur les besoins et émotions de la personne. Surtout les entrevues que vous allez mener, c'est à l'ordi, donc il faut être encore plus vigilant. Déjà, il faut être vigilant sur tous les comportements non-verbaux d'une personne face à face, mais en ligne, c'est encore plus difficile. Donc, il faut être encore plus vigilant sur les besoins et les émotions de la personne. Si il y a des moments dans l'entrevue où c'est un peu plus difficile de parler de
de quelque chose. Donc, juste vraiment être à l'écoute et être patient et s'assurer si la personne a besoin d'arrêter ou quoi que ce soit, prendre une pause. S'assurer de sa sécurité. Donc, ça, c'est plus lié à si l'agression s'est passée récemment. Là, donc, c'est peut-être pas dans le contexte qui est vraiment plus utile en ce moment. Respecter son rythme, son choix, son vécu et ses choix. Donc, si la personne n'est pas prête à porter plainte ou si elle ne veut pas porter plainte, si ça ne l'intéresse pas du tout, si elle n'est pas prête à chercher des services d'aide, juste vraiment respecter le rythme de la personne et pas essayer d'influencer ou forcer la personne à prendre des décisions par rapport à ça. Si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Il faut vraiment respecter ça. Ne pas jouer à l'enquêteur, donc éviter de poser des questions intrusives, donc pas essayer de trouver des trous, essayer des trous de mettre, je me rappelle plus quoi l'expression, trouver, non, j'ai oublié l'expression. Trouver des bibites. Yeah, find like the holes in the story. Je sais plus comment on dit en français, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Maîtriser ses propres émotions, éviter les réactions trop fortes. Donc, c'est vraiment l'espace, vous créez un espace pour la personne survivante. Donc, vos réactions fortes, colère ou tristesse, il faut vraiment être capable de maîtriser ça parce que l'espace, c'est vraiment pour cette personne-là à s'ouvrir et c'est pas un espace pour vos réactions. Qu'est-ce que vos réactions? Je pense que ça fait du sens ce que je dis. Valider ses émotions et ses sentiments. L'encourager, renforcer son estime. Donc, normaliser ses réactions, surtout si la personne a des réactions auxquelles vous êtes surpris ou vous n'attendiez pas. Une personne survivante va réagir comme ça, etc. Comme vraiment normaliser, peu importe comment la personne réagit. La déculpabiliser et mettre la responsabilité à l'agresseur. Ça, c'est très important parce que parfois, souvent, les survivantes vont dire que c'est de leur faute, qu'elles n'auraient pas dû faire ci, elles n'auraient pas dû aller là, etc. Donc, c'est vraiment important de remettre la responsabilité à l'agresseur, lui offrir la confidentialité, donc vraiment lui assurer que, que l'information ne va pas aller comme que vous n'avez pas partagé l'information et tout ce qui est dit. L'informer des ressources existantes, donc même proposer, si la personne veut vraiment proposer, moi je vais appeler les services d'aide, je vais demander de l'information comme quels services ils offrent, etc., comme offrir son aide si c'est ça que la personne a besoin. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit au début. Il y a d'autres attitudes aidantes. Là. Créer un espace sûr, comme un safe space, un environnement sécuritaire, exempt de toute forme de discrimination et de racisme. La confidentialité aussi, c'est important. Surtout une personne qui a un statut d'immigration précaire, qui vient chercher un service dans un organisme communautaire, par exemple. C'est vraiment important de mentionner, peu importe ton statut d'immigration, tu as accès à nos services. C'est important de le dire parce que la personne n'aura pas nécessairement le réflexe de le demander. Donc, c'est vraiment important de le mentionner. Par exemple, je ne sais plus l'année passée, il y a une personne sans statut légal, une femme sans statut légal qui est venue chercher des services au Calax. Puis elle pensait qu'il fallait apporter une carte d'assurance maladie qu'elle n'avait pas pour avoir accès aux services. Et nous, au Calax, peu importe le statut d'immigration de la personne, on offre nos services, mais ce n'est pas quelque chose qui est compris d'une personne qui ne connaît pas nécessairement les services ou les lois, les politiques, et qui fait vraiment la différence entre organismes communautaires et institutions, là, parce que des fois, pour les personnes qui ne viennent pas d'ici, des fois, tout est ensemble. Donc, c'est important de le mentionner et aussi de mentionner que c'est confidentiel, surtout aux les personnes nouvellement arrivées ici. C'est vraiment important de le réitérer. Créer des ponts avec d'autres organismes, surtout les organismes spécialisés où vous êtes une personne et les services dont la personne a besoin, vous ne les avez pas, mais vous connaissez cet organisme qui offre des services pour les femmes en handicap qui serait en mesure d'offrir des services plus adaptés. Donc, c'est vraiment important de créer ces ponts-là, de connaître les personnes qui travaillent auprès de ces organismes-là. Au lieu de donner une liste à la personne survivante, de juste être capable de créer ce pont-là, c'est juste plus facile. Ça alourdit déjà, ça allège déjà comme tout le processus que la personne ça allège, j'ai oublié le mot. OK.
Je parle trop vite, je pense. Il reste combien de temps? Il te reste 6 minutes. Combien? 6. 6? Ah, j'ai parlé. OK. Donc, dernier point, j'avais créé différentes pistes d'intervention que, oui, c'est divisé, mais c'est tout ensemble parce qu'on s'entend que les personnes peuvent avoir diverses identités sociales, là, mais j'ai juste divisé pour que ça soit un peu plus facile. Intervention intersectionnelle, donc c'est déjà des choses que j'ai répétées un peu avant. Donc, être capable d'identifier les identités sociales et les systèmes d'oppression ensemble. De vraiment pas oublier ou négliger l'influence des systèmes d'oppression et les obstacles systémiques qui influencent vraiment l'accessibilité ou les inégalités des personnes qui vivent diverses oppressions. Reconnaître l'expérience sociale de la personne, donc vraiment, surtout lorsque c'est pas une expérience, si c'est pas votre réalité ou vous n'êtes pas familière avec cette expérience, vraiment la reconnaître et l'affirmer. Introspection sur nos préjugés et idées préconçues. Intervention interculturelle, donc respect des valeurs et des coutumes de l'autre. Expliquer les droits que la femme a au Québec, donc même pas juste femme, j'écris femme dans cette présentation-là, mais c'est pour tout le monde. Mais vraiment, ce qui est important, c'est outiller les personnes et la manière dont on outille les personnes, c'est leur informer c'est quoi leurs droits, c'est quoi les services dont ils ont accès. Il faut vraiment outiller les personnes, puis après, ces personnes vont prendre la décision qu'ils veulent. Mais ce qui est vraiment important, c'est leur donner l'information. Ne pas essayer d'assimiler la personne. Pour les statuts d'immigration, donc, essayer de s'informer sur les différents statuts. C'est sûr que ça change, mais juste au moins connaître les différents statuts et les différentes particularités. C'est juste plus facile s'il faut référer, s'il faut donner une liste de ressources, etc. Et des fois, la personne est tellement dans un processus long d'immigration que même la personne ne sait même plus elle est rendue. Il y a des personnes que, des fois, les demandeurs d'asile, ça fait comme 2-3 ans qu'ils attendent pour leur... qui sont des personnes demandeurs d'asile et qu'ils attendent pour avoir leur statut de réfugié accepté. Et ils doivent passer par 3-4 chemins, etc., et faire d'autres demandes entre-temps. Donc, des fois, même les personnes ne sont pas certains sont rendus où. Donc, des fois, juste poser des questions sur quel processus ils ont fait ou quel formulaire ils ont rempli, où sont allés où, ça va pouvoir vous aider à voir, OK, la personne, c'est ça son statut, donc je peux lui référer à tel service ou à telle institution, etc. Et d'autres pistes d'intervention pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est plus pour les organismes communautaires, créer un espace accessible. Donc, il y a des subventions qui existent sans frais, des subventions qui vont être capables d'adapter et de créer dans le plus possible. C'est sûr qu'il y a des limites, tout dépendant tout dépendant comment l'organisme est fait. Mais il y a des subventions qui vont être capables de trouver des moyens d'adapter l'organisme communautaire et le rendre plus accessible. Accommoder la personne si possible. Donc, juste un réflexe avant de rencontrer la personne ou avant de faire une entrevue, lui demander c'est quoi ses besoins spécifiques. Juste, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin d'un interprète, etc. Donc, essayer d'accommoder la personne le plus possible et le demander avant. Même si vous ne savez pas si la personne est en situation de handicap, juste le réflexe de demander à peu importe à qui vous parlez, est-ce que tu as des besoins spécifiques avant qu'on se rencontre? Être conscient que les limitations fonctionnelles peuvent être plus prononcées. Donc, par exemple, une personne qui a c'est des limitations fonctionnelles langagières comme l'aphasie ou la dysphasie. Donc, juste être conscient que parler de son agression, parler de quelque chose qui est traumatisant, qui est difficile, ça peut faire ressortir un peu plus les limitations fonctionnelles. Il faut juste avoir juste plus de patience et de ne pas juger la personne et juste d'être là pour offrir un espace pour écouter la personne. Intervention avec les personnes de la communauté LGBTQIA2S+. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit avant avec s'éduquer. C'est vraiment se familiariser déjà avec le langage puis les définitions avant que la personne vienne vous parler.
ça va juste aider l'échange et ça va juste créer un espace plus sécuritaire pour cette personne-là. S'informer sur les enjeux des personnes LGBTQIA+. Par exemple, il y a beaucoup d'enjeux par rapport aux accessibilité au travail ou accessibilité à trouver un emploi pour les personnes trans, tout dépendant de leur pronom, leur expression de genre. Donc, juste comprendre ces enjeux qui existent en société, ça va juste aider la conversation, ça va juste créer un espace plus safe pour la personne. C'est tout.